Bonjour et bienvenue à tous nos téléspectateurs qui se joignent à nous pour souligner le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, cette fois-ci à la saveur de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je m'appelle Yasmine Abdel-Fadel et j'ai l'immense honneur d'animer aujourd'hui cette activité. Je le disais précédemment, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Quelle meilleure occasion pour souligner l'apport des femmes à notre société en général, mais à notre système de santé en particulier. Et pour cette 4e édition, et oui, c'est devenu un rendez-vous annuel de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la première édition sous la présidence du Dr Oliva, nous allons encore une fois parler des femmes en santé et particulièrement certaines maladies qui touchent particulièrement les femmes ou exclusivement les femmes. Je vais avoir l'occasion d'en parler avec un panel, vous le voyez, vous allez le voir dans quelques minutes, de 4 médecins spécialistes. Je vais avoir l'occasion de vous présenter ces 4 spécialistes dans quelques minutes. Mais avant tout, j'aimerais rappeler également que après ce panel, nous allons procéder à la remise de 2 distinctions, la distinction Irma Levasseur et Marthe Pellan, qui vont être données à des femmes médecins d'exception. Donc, sans plus attendre, commençons ce panel. Alors, je vais vous présenter notre panéliste. On a tout d'abord Dr Marie-Claude Roy, pédiatre au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et membre du comité exécutif de l'Association des pédiatres du Québec. Bonjour. Bonjour. Dr Frédéric Bernier, endocrinologue et président de l'Association des endocrinologues du Québec. Bonjour. Bonjour. Docteur Vinet, rhumatologue au Centre de santé universitaire de McGill. Merci d'être là. Bonjour. Et le dernier et non le moindre, Dr Elio Dario Garcia, obstétricien gynécologue à l'hôpital de Gatineau et président de l'Association des obstétriciens gynécologues. Bonjour. Bonjour. Commençons par un sujet qui est très important. Il y a certaines maladies, évidemment, qui sont exclusivement touchées. Ce sont des femmes qui sont touchées par ces maladies. On pense, par exemple, au cancer de l'utérus. Mais il y a d'autres maladies qui touchent particulièrement les femmes. Et là, je pense au lupus, où on entend parler de cette maladie, de cette condition de plus en plus. Docteur Vinet, qu'est-ce que le lupus? Personne n'arrive à mettre le mot là-dessus. Le lupus est une maladie auto-immune chronique qu'on dit multisystémique parce qu'elle va toucher différents organes. Par exemple, on peut avoir la peau toucher, également les articulations, mais aussi le cœur ainsi que les reins. Et par exemple, l'atteinte rénale peut être quand même assez sévère, menant même à l'insuffisance rénale terminale, requérant la dialyse ou même la transplantation. C'est une maladie qui est caractérisée par la formation d'anticorps dirigés contre soi-même, donc des auto-anticorps. Donc, certaines patientes vont avoir des anticorps qui vont être dirigés contre leur ADN, donc des anti-ADN. Et donc, c'est une maladie qui touche particulièrement les femmes. Donc, pour 10 femmes, il va y avoir un homme d'atteint. Donc, parce que c'est une bonne question. En fait, c'est encore un peu imprécis pourquoi le lupus touche les femmes, mais ce qui est postulé et ce que les recherches montrent, c'est qu'il y a une composante génétique, notamment liée au chromosome X. Par exemple, certaines conditions génétiques font en sorte que certains individus vont avoir un chromosome X de plus, et on a noté une augmentation du risque de lupus dans cette population, mais aussi le chromosome X chez la femme normale, donc également pourrait être en jeu. Il y a aussi le facteur hormonal, donc l'incidence du lupus est particulièrement prononcée entre les âges de 15 et 45 ans, quand les femmes ont leur ménage, leur première menstruation et aussi leur cycle hormonal et aussi les grossesses. Donc, on va avoir des exacerbations ou des crises de lupus particulièrement pendant la grossesse ou le postpartum. Donc, un impact hormonal également. Donc, ça fait que les femmes sont particulièrement touchées avec le lupus. Est-ce qu'on est avec le lupus ou est-ce qu'on développe le lupus? Comment ça se... En fait, le lupus, on a une prédisposition génétique, mais il y a probablement quelques insultes surajoutées qui vont faire qu'à un certain moment donné, on va développer cette auto-immunité, donc des auto-anticorps contre soi. En fait, la séquence d'événements est encore un peu imprécise et ça reste à élucider, mais on sait qu'il y a certains gènes, donc il n'y a pas seulement un gène, c'est une maladie qui va toucher plusieurs gènes, donc on dit qu'elle a une cause polygénique, donc qui fait que c'est un petit peu plus dur de vraiment pouvoir cibler un gène en particulier, mais les recherches montrent des associations avec différents gènes qui vont pouvoir aider pour les thérapies, les traitements futurs.
Et l'environnement externe, les stimuli de l'environnement externe peuvent avoir quel impact sur l'apparition de la maladie ou son exacerbation? Oui, donc il y a des facteurs environnementaux, par exemple l'exposition à la lumière, donc l'exposition solaire peut exacerber certaines manifestations du lupus, dont les raches, par exemple, au niveau de la peau. Également, certains médicaments peuvent causer un lupus qui va être induit par les médicaments. Et aussi, certaines femmes vont avoir un anticorps qui vont transmettre à leur bébé pendant la grossesse et le bébé peut avoir un lupus néonatal, qu'on dit, donc avoir un lupus que pendant les 6 premiers mois de leur vie. Donc, certains enfants vont avoir ces auto-anticorps qui vont, par la suite de leur mère, clairer de leur système et n'auront plus le lupus par la suite. Et c'est intéressant ce que vous dites, puis j'essaie de me mettre à la place d'une femme qui veut mener une grossesse à terme, qui veut avoir un enfant, qui est porteur de ce gène. Comment elles vivent cette période-là de grossesse et de peur de transmettre ce gène-là à son enfant, son potentiel enfant? Oui, en fait, c'est une question qu'on a souvent avec nos patientes parce que comme la maladie touche les femmes justement dans l'âge où est-ce qu'elles vont avoir des enfants, donc c'est une préoccupation vraiment importante. Ça cause beaucoup d'anxiété, d'une part parce que les femmes ont peur de transmettre la maladie. Donc, le fait d'avoir une mère qui a le lupus va augmenter le risque chez l'enfant, par exemple, de 10 fois environ. Mais comme c'est une maladie relativement rare qui touche une femme sur 2000, donc le risque reste d'environ 1 sur 200. Donc, il y a plus de chances de ne pas avoir le lupus chez l'enfant. Mais par contre, un des facteurs qui va vraiment inquiéter les patientes, c'est que le lupus en grossesse peut augmenter le risque de complications obstétricales, le risque de complications, par exemple, de faire de la prématurité, d'avoir un enfant préterme, mais aussi de la prééclampsie, par exemple, donc qui est une complication associée au placenta qui cause des protéines dans les urines et de la haute pression et que le seul traitement est l'accouchement, donc ça peut induire de la prématurité. Également, d'avoir une grossesse peut exacerber une maladie qui peut déjà être assez sévère, donc il faut vraiment suivre les patients et les contrôler, faire du counseling avant une grossesse. Par contre, la majorité des patients vont pouvoir avoir une grossesse, donc c'est extrêmement rare qu'une patiente ne pourra pas avoir un enfant à cause de sa maladie et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux patientes. Et il va falloir tenir en ligne de compte ces potentielles difficultés obstétricales dans l'ensemble et l'éventail du choix qui s'opère, qui se donne à des mères, notamment au moment de l'accouchement. On voit qu'il y a une tendance de femmes qui veulent accoucher soit en maison de naissance, soit à la maison, dans des milieux qui ne sont pas hospitaliers. Dr Garcia, oui. Je me tourne à vous. Oui, mais merci. Mais vous avez... Tout d'abord, c'était le segment qui devrait toucher des maladies relationnées seulement aux femmes. Et on ne parle pas d'un processus qui est une maladie en soi, là, c'est un processus naturel. Et tellement important pour les êtres humains, là. Mais souvent, et ça, il faut faire un peu d'attention, là, quand on confond les termes naturels et sans complications. Parce que je voudrais juste mentionner que ce qui est naturel, il y a 200 ans, malheureusement, ça coûtait la vie à une femme sur 100. C'était 1% en 1800. Clairement, aujourd'hui, on n'est pas à la même situation. Grâce à la médicalisation en partie ou à tous les avantages de l'ère moderne, là, on a passé à 300 fois plus sécuritaire à coucher aujourd'hui qu'il y a 200 ans. Pourquoi je mentionne ça? Parce que c'est très important de faire notre choix, mais le faire bien éclairé. Ça, c'est ce qui est très important pour notre profession, que les choix soient vraiment éclairés. Donc, quand quelqu'un décide aller accoucher à la maison, mais c'est très important qu'il sache à quoi s'abstenir à la maison et que tout soit préparé en conséquence, parce que personne ne veut revenir dans le passé, hein, où est-ce qu'on avait une maman sur 100 qui, malheureusement, pouvait décéder lors de l'accouchement. Et là, c'est une question, finalement, de tolérance au risque pour chaque femme qui décide d'accoucher dans le lieu qu'elle aura choisi, mais dépendamment aussi des conditions préalables. Puis là, on parlait du lupus. Effectivement. C'est une tolérance au risque qu'il faut évaluer plusieurs composantes, dont la santé antérieure qu'on a. Et vous avez, à la Société canadienne, ils ont fait des guidelines par rapport à qu'est-ce qui est tolérable ou qu'est-ce qui est bien, là, dans le sens de qui peut accoucher à la maison et tout ça. L'information scientifique est basée sur des études qui ont été faites plutôt en Europe, hein, où est-ce que la distance entre un hôpital et les maisons de chaque personne n'est pas tellement longue, n'est pas tellement grande. Il faut aussi s'en souvenir qu'on habite au Québec. Fait que c'est très important que quand on prend notre décision basée à notre valeur là, de chacun,
et considérer les facteurs prédisposants, considérer nos croyances, mais aussi considérer qu'on habite dans une région particulière, là, avec une géographie et un climat. Là, on a parlé d'accouchement. Il y a toute la question qui est reliée à ça, la question de la fertilité, mais c'est aussi la question de la transmission de la maladie à son enfant. Et évidemment, Dr. Roy, pédiatre, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Démystifions toute la question de la transmission des maladies à son enfant durant une grossesse. Bien, je pense qu'on l'a nommé. Hein. La grossesse, ça reste une belle grande aventure. Pas toujours facile, mais ça reste pour les parents et les femmes qui vivent la grossesse une belle aventure qui vient avec son lot d'inquiétudes, son lot de préoccupations. Oui, on peut parler de la transmission des maladies génétiques, puis on pourrait élargir un peu sur la transmission des problématiques parce que la mère a une immense responsabilité pendant la grossesse. On pense à tout ce qu'elle va manger, comment elle va s'alimenter. C'est beaucoup de préoccupations et en 2022, on a des jeunes mères, des jeunes parents qui sont bombardés d'informations, qui en savent beaucoup plus que ma grand-mère qui avait 12 enfants, qui se souciait pas si elle allait manger des sushis ou pas, si c'était tellement proche. Donc, je pense qu'il faut garder ça en perspective que pour un parent, toutes ces préoccupations-là, les connaissances qu'ils ont maintenant, amènent beaucoup d'inquiétudes. Donc, si on pense sur une base génétique, évidemment, il y a des maladies qu'on dit autosomiques dominantes qui se transmettent. La maman peut transmettre une chance sur 2 de transmettre le gène à son enfant de certaines maladies. Je pense entre autres à l'hypercholestérolémie familiale. C'est assez fréquent, puis on sait que ça peut se transmettre directement. On s'en rend moins compte chez les jeunes bébés, évidemment. Puis il y a des maladies qui sont récessives, donc ça prend un porteur chez le père et chez la mère pour pouvoir transmettre la maladie. Évidemment, c'est important que les parents, s'il y a une préoccupation, qu'ils puissent en parler à leur médecin et qu'on puisse faire les investigations nécessaires. Maintenant, la science est au point où on peut déterminer si l'autre parent est porteur ou pas de cette maladie-là. Est-ce qu'il y a plus de chances que notre enfant soit porteur? Par contre, il y a une portion de lâcher-prise devant tout ça parce qu'évidemment, on a beaucoup de connaissances. En génétique, il y a beaucoup de choses. Moi, je dis souvent aux parents de mes patients, on leur donne nos qualités, on leur donne aussi nos défauts. Il y a certaines maladies, il y a certaines choses qu'on peut leur transmettre. Je pense à un parent allergique, par exemple, aux arachides, peut transmettre un terrain fertile pour avoir de l'asthme ou pour avoir de l'eczéma. Donc, ça ne se transmet pas directement. Puis, il faut penser à tous les phénomènes épigénétiques. Donc, il y a toutes sortes d'influences qui extérieures, environnementales, d'une génération à l'autre, qui va faire qu'il va y avoir ou pas une transmission d'une maladie. Donc, c'est tout ça qu'il faut entrer en ligne de compte. Il faut en même temps être à l'écoute de ces jeunes parents-là, être capable de leur répondre, puis être capable aussi de dire, bien, jusqu'à ce stade-ci, je ne peux plus répondre. Oui, on peut transmettre certaines choses. Il faut quand même avoir confiance en la beauté de la vie, en comment ça se passe. Puis, ce sur quoi on a un contrôle, et c'est là que vient la fameuse charge mentale pour des jeunes parents, bien, il faut optimiser les conditions de la grossesse. On a besoin d'une maman qui s'alimente bien. Il faut savoir que le corps est bien fait pour le fœtus. Hein. C'est au détriment de la santé de la maman que le bébé, le fœtus, va aller chercher tous les nutriments dont il a besoin pour se développer. Mais on veut aussi une maman en santé. Donc, on veut une maman qui se nourrit bien. Évidemment, pour tous les risques infectieux, je parlais des aliments crus, c'est beaucoup de préoccupations parce que ces infections-là peuvent avoir un impact direct sur la croissance, sur la survie parfois du fœtus, mais sur le développement neurologique aussi. Donc, il y a tout ça qu'il faut tenir compte. Il y a aussi la médication. Je pense qu'on entend beaucoup parler pendant la grossesse, les préoccupations des mamans. Je pense à plusieurs mamans qui ont des troubles anxieux, par exemple. Est-ce que je dois ou pas traiter mon trouble anxieux? Puis ça a été démontré, les études le démontrent, qu'on est mieux avoir une maman qui a un trouble anxieux qui est bien contrôlé. C'est préférable pour le développement du fœtus que d'avoir une maman qui a un trouble anxieux-dépressif qui n'est pas contrôlé. Donc, il faut avoir une grossesse sereine pour que le fœtus se développe dans des bonnes conditions. Donc, oui, évidemment, même si certaines mamans sont préoccupées par le fait de prendre la médication, certaines conditions médicales justifient pour le bien-être de la maman, pour le bien-être de la grossesse, puis pour qu'on ait un enfant en santé. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que la science évolue, puis la science évolue tant pour le volet diagnostic que pour guérir également la médication qui est là pour soulager quelques maux que certaines femmes ou même hommes peuvent vivre. C'est intéressant. Puis là, on parlait de stress, on parlait d'anxiété. Il y a un sujet qui stresse beaucoup les femmes en particulier, les familles, les couples, la question de la fertilité. Docteur Bernier, est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus à risque d'infertilité que les hommes? Est-ce que c'est un mythe? En fait, quand on parle d'infertilité, souvent, dans la plupart des couples, parce que c'est sûr qu'en 2022, on a plein de projets parentaux. On a des femmes seules, on a
On a des couples femmes-femmes, on a des couples hommes-hommes, on a des couples hommes-femmes, on a plein de genres on a des trouples aussi. Donc, on a toutes sortes de projets parentaux. Mais de façon générale, on peut parler que c'est le couple qui est infertile, hein? Mais souvent, c'est la femme qui va porter ce fardeau-là ou cette inquiétude-là. Puis on le sait que plus la femme avance en âge, bien, plus sa fertilité diminue. Donc, c'est sûr qu'avec la société dans laquelle on vit, avec les demandes de la profession, de la carrière, le fait que les femmes veulent avoir les mêmes chances que les hommes au travail, des fois vont repousser leur projet parental, mais veut pas, souvent, ça se fait un peu au risque d'une fertilité qui est diminuée. Par contre, il faut se rassurer, si les gens essaient d'avoir un enfant avec des relations sexuelles non protégées que la femme ne devient pas enceinte après 1 mois, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter et dire « Oh mon Dieu, il se passe quelque chose ». Non, pas du tout. Il faut comprendre que 85 % des couples vont réussir à concevoir dans la première année. Donc, ce n'est pas 85 % dans le premier mois, hein, c'est 85 % dans la première année. Et après 1 an, si on a en bas de 35 ans, bien, c'est le moment où on devrait penser peut-être à consulter à ce moment-là si on n'est pas devenu enceinte, là. Si on a en haut de 35 ans, souvent on va recommander après 6 mois. Ou si on a en bas de 35 ans et qu'on a des cycles irréguliers qui nous montrent à ce moment-là que peut-être on a des problèmes à ovuler puis qu'à ce moment-là, on a peut-être besoin d'aide un petit peu plus rapidement. Si on parlait de 85 % de chances de devenir enceinte, si on ne consulte pas puis qu'on attend encore 1 an, bien à ce moment-là, on tombe à 95 % des couples habituellement qui vont réussir à concevoir. Encore une fois, ça dépend de l'âge de la maman et aussi un peu du papa. Voilà. Bien, il y a aussi toute la question des fausses couches, on appelle ça des grossesses chimiques. Alors, quelles sont les réelles fréquences de ça? Ça représente quoi réellement dans l'ensemble des complications que peuvent vivre des femmes lors de leur grossesse ou début de grossesse, à tout le moins? C'est sûr que les fausses couches, c'est quelque chose qui est toujours dramatique. C'est surtout tabou aussi. On en parle peu. On dirait qu'il y a une honte associée à ça. Oui, et pourtant, c'est très fréquent. La moyenne, on dirait que c'est environ 1 grossesse sur 5 qui va se terminer en fausse couche. Mais les chiffres, là, c'est sûr que ça varie selon l'âge, hein. Plus on est âgé, encore une fois, plus le risque de fausse couche est élevé. Donc, on parle d'à peu près 12 % des grossesses autour de 25 ans jusqu'à à peu près 30 % autour de 35 ans qui vont se terminer par une fausse couche. Donc, c'est quelque chose d'assez fréquent. Beaucoup de femmes l'ont vécu, mais compte tenu justement que c'est un peu tabou, que les gens n'en parlent pas tant que ça, bien, quand ça nous arrive comme femmes, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça. Puis on n'a pas nécessairement personne à qui aller en parler qui a vécu ça, alors qu'il y a plein de gens autour de nous qui l'ont vécu dans le fond, puis c'est juste que... Personne n'en parle. Personne n'a parlé. Ouais. Souvent, des femmes peuvent se poser la question, est-ce que c'est moi, biologiquement, qui a mené à ça? Est-ce que c'est ma faute à moi? C'est pas facile, ça rajoute encore à la pression dont on parlait, la charge mentale qui accompagne ces cycles, disons, de la vie d'une femme. Très intéressant, mais il y a aussi une nouvelle maladie. On parlait du lupus, dont on entend parler de plus en plus, des ovaires polykystiques. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi a des ovaires polykystiques de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact des ovaires, du syndrome des ovaires polykystiques? Démystifiez-nous ça, Dr Vernier. Bien, je pense que c'est normal que vous ayez l'impression qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous qui ont un syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est 5 à 10 % des femmes en âge de procréer qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est 1 femme sur 10 à 1 femme sur 20. C'est très fréquent. Par contre, il y en a plusieurs qui ont des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques et ne savent pas qu'elles ont le... Ça ressemble à quoi, ces symptômes-là? Ces symptômes-là, dans le fond, il peut y avoir différents symptômes. Ça peut aller d'une irrégularité menstruelle, donc d'avoir des cycles menstruels de plus de 35 jours ou même des fois 1, 2 ou 3 fois par année
plus des symptômes qu'on dit typiquement là, à cause des androgènes, les hormones mâles. Donc, à ce moment-là, les femmes vont avoir plus de pilosité à des endroits qui sont plus typiquement masculins. Donc, la lèvre supérieure, le menton, au niveau de la poitrine, le dos, les fesses. Donc, c'est des endroits où, normalement, le poil n'est pas un poil noir, terminal, épais, mais chez ces femmes-là, ça peut survenir. On peut avoir aussi une perte de cheveux plus de type calvitie masculine. Donc, ça, c'est au point de vue des symptômes plus apparents. Par contre, il y a aussi des risques associés au point de vue métabolique. Qu'est-ce qu'on veut dire par métabolique, dans le fond? C'est que au point de vue interne, au niveau de la gestion des sucres, des gras, des risques cardiovasculaires, bien, ça va être modifié. Puis ces femmes-là sont plus à risque de prédiabète, de diabète, plus à risque aussi, là, en grossesse, de faire un diabète de grossesse, de faire de la pré-éclampsie. Donc, il y a des risques là, associés à ça, d'avoir un niveau de cholestérol là, plus élevé. Et si on se rajoute à l'équation là, toute la question de la fertilité, avoir des enfants, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité que des femmes aux ovaires polykystiques ont plus de difficultés d'avoir un enfant, de pouvoir porter un enfant à tout le moins? Bien, la plupart du temps, c'est de devenir enceinte qui est plus difficile parce que à la base, il y a souvent un problème d'ovulation qui est associé à ce syndrome-là. Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation, c'est difficile qu'il y ait une fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Hein? Donc, ça prend une ovulation. Fait qu'à ce moment-là, il y a des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques qui n'auront pas de difficulté à devenir enceintes, mais il y en a plusieurs qui vont avoir besoin d'un petit coup de main à ce moment-là, où ça va prendre plus de temps. Okay? Les deux sont possibles. Mais c'est pas impossible. Il y a des options à envisager. Oui, il y a définitivement des options de traitement là, pour celles qui n'arrivent pas à devenir enceintes. Ça serait drôle, certains pourraient dire, pourquoi on parle des ovaires polykystiques le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes? L'objectif, c'est de démystifier certains mythes, certains tabous qui continuent à peser sur les femmes, sur leur biologie, sur leur être. Puis, une autre question qui s'impose, c'est toute la question des hormones. T'sais, on pense aux hormones, on pense aux femmes. C'est important d'en parler si on veut avancer, de ne pas laisser ça comme des sujets tabous, que ça se parle entre femmes dans un salon, puis qu'on arrête d'en parler une fois qu'un homme rentre. Moi, je suis très contente qu'il y ait des hommes médecins qui viennent nous parler aujourd'hui de fertilité, d'ovaires polykystiques, et je me retourne vers Dr Garcia pour qu'il nous parle des hormones avec Dr Roy. Alors, les hormones, c'est une grande influence dans la vie d'une femme. Il y a des changements hormonaux importants dans la vie d'une femme. Certainement. Ça commence dès l'adolescence. Oui, bien, tout à fait. En fait, je suis contente que vous parliez de tabou, d'ouvrir le dialogue, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais le cours d'éducation à la sexualité chez les toutes jeunes filles est important et plus que jamais, parce que quand on parle de début de la puberté, souvent quand on pense au début de la puberté, les femmes pensent à la date de leur première menstruation, quand est-ce que la ménarche est arrivée, mais la puberté commence bien avant ça. Hein? Et on sait qu'avec les décennies, si on recule au début du 20e siècle, on avait début de puberté autour de 12-13 ans, la ménarche 14-15 ans. Bien, graduellement, les années 60, on s'est rapproché autour de 9-10 ans et maintenant, on ne parle pas de puberté précoce si c'est à partir de 7 ans. Donc, c'est une puberté hâtive, mais ce n'est pas considéré comme nécessairement anormal. Donc, il faut penser à ces jeunes filles-là, ces petites filles-là qui ne sont pas nécessairement prêtes psychologiquement à embarquer dans tous ces changements-là. Donc, d'où l'importance d'en parler, d'où l'importance de les préparer, parce qu'il s'agit de leur santé, oui, pubertaire, leur santé physique, leur développement vers l'adolescence, mais c'est aussi un impact psychologique important pour elles, cette transition-là graduelle vers l'âge adulte. L'âge de la ménarche, par contre, si on recule les dernières décennies, ça reste pas mal stable. Mais les premiers signes pubertaires, on peut en voir de façon assez précoce. Donc oui, rapidement, les enfants, les jeunes filles embarquent dans ce ballet-là hormonal de l'adolescence qui prend souvent plusieurs années à se structurer, à s'installer de façon régulière. On parlait d'ovulation, de cycle ovulatoire. Donc c'est tout un apprentissage. On a besoin de les accompagner là-dedans. Il y a évidemment souvent des préoccupations sur l'arrivée tardive ou l'arrivée précoce de tout ça. Donc bref, beaucoup de bouleversements dans la vie des jeunes filles. Et qui dit puberté dit éventuellement sexualité. Là aussi, c'est intéressant de s'intéresser à comment ces jeunes filles-là vivent leur sexualité. D'ailleurs, comment peut-on commencer à parler, comment préparer des jeunes adolescents, préadolescents à cette période de bouleversement hormonal qui vient avec son lot de bouleversements
sur la vie sentimentale, sur la sexualité, sur tout ce qui s'ensuit. On se rappelle tous de nos périodes de préadolescence et d'adolescence. Pauvres mes parents, je dirais. C'est toujours intéressant de le vivre comme jeune et de le vivre comme parent parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, en effet. Il y a toujours des gens qui sont plus inconfortables. Je pense que c'est là que les adultes significatifs autour d'un enfant peuvent être importants, que ce soit une tante, un grand-parent, une amie, l'école. Je pense que c'est toutes sortes de cadres pour éduquer, pour sensibiliser nos jeunes. Entre eux, les pères vont s'apporter beaucoup d'informations, pas toujours des bonnes informations. C'est là l'important comme parent d'être prêt à les écouter et à réorienter les discussions. On sait que malgré tout ce qu'on croit, on parle de mythes, là, oui, on a des jeunes qui sont informés, qui sont bombardés, on parle d'hypersexualisation. Il y a peut-être un retour du balancier dans les dernières années, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de retour, mais on est dans la mouvance de dénonciation. On a rarement eu une génération aussi consciente de l'importance du consentement. Quand on pense à l'âge des premières relations sexuelles, quoi qu'on en pense, si on regarde à 17 ans, les jeunes filles, en 1980, on disait qu'à peu près 50 % avaient eu une première relation sexuelle. Et en 2020-2022, à 17 ans, 50 % des jeunes filles. Donc, il n'y a pas nécessairement plus de relations sexuelles précoces, sont plus informés. Je dirais que leur sexualité est moins cloisonnée, sont plus ouvertes à l'expérimentation. Je pense qu'il y a des tabous qui tombent, il y a une liberté que j'aurais bien voulu que ma génération puisse vivre quand elle était adolescente. Donc, tout ça fait partie de la santé de la jeune femme là, dans l'apprentissage de la sexualité et de la puberté. Puis, on passe d'un moment critique en matière de changement hormonal, un autre moment très, très important dans la vie d'une femme, celui de la transition ménopausique, la ménopause, encore un sujet tabou, encore des mythes, encore quelque chose que chaque femme vit toute seule, la peur d'en parler trop pour ne pas se faire dire « Ah, ben ça y est ». Combien de fois j'ai entendu « Ben oui, j'ai expiré ». Ben non, t'as pas expiré, tu commences. Docteur Garcia, est-ce que les femmes ont expiré à l'âge de la ménopause? Non, rassurez-nous, docteur Garcia. Rassurez-nous, docteur Garcia. D'ailleurs, c'est une étape de la vie, comme ma collègue a bien commencé. Là, on a une première étape où est-ce qu'on commence à vivre cette partie, ce nouveau cycle hormonal-là. La périménopause et la ménopause qui suit, c'est une autre étape de la vie comme une autre. Et d'ailleurs, elle marque probablement les milieux de la vie d'une femme, tout dépendant jusqu'à où, quel âge qu'on va vivre. Là, mais vous avez la périménopause, c'est cette étape qui va entre 40 et 50 ans, ou la ménopause probablement autour de 52, 53 ans, en tout cas pour notre société nord-américaine. Mais quand on parle de ça, ce qui revient très souvent, là, la question, c'est toutes ces femmes qui disent « mais c'est quoi les hormones bioidentiques ?» Parce que ça, c'est vraiment le sujet du jour, mais en fin de compte, c'est un sujet qui vient de loin. Et tout le monde nage dans quelque chose un peu flou et ne sait pas trop de quoi qu'on parle. Ou, des fois, il y a même des intérêts dans tout ça. Mais quelque chose qui est important, c'est de dire il ne faut pas mélanger bioidentique à naturel. Donc ça, c'est la première chose, parce que pour mes patientes, dire mais bioidentique, ça veut dire que c'est quelque chose de naturel. Qu'est-ce que les hormones bioidentiques concrètement, monsieur, madame, tout le monde? Moi qui ne suis pas médecin, malheureusement, je m'en excuserai toujours. Donc, quand on dit bioidentique, ça veut dire que la molécule en soi est identique à celle que notre corps a produite. Mais par contre, comme je vous disais, ça, c'est pas naturel, parce qu'on n'obtient pas la même molécule dans la nature juste comme ça. Donc, beaucoup de mes patients disent « Oh, mais je veux bioidentique parce que je veux quelque chose de moins de chimique. » Et voilà les mythes. Donc, vous avez, pour ne pas faire très compliqué, la classification dans ces hormones, il y a 4 catégories, A, B, C, D. Hein. Les A sont celles qui sont carrément trouvées telles quelles dans la nature. Donc, si on veut quelque chose de naturel, c'est la catégorie A. Et c'est un médicament qu'on connaît depuis très longtemps, c'est le Premarin. Mais il est loin d'être bioidentique à ce qu'une femme produit, le Premarin. Mais c'est très naturel. Et de l'autre côté de la médaille, mais on a l'estradiol ou le Prométrium. Donc, ils sont bioidentiques, mais ils ne sont pas naturels parce que ça, c'est la catégorie V dans la classification, mais c'est quelque chose qu'on va chercher dans une plante, les substrats. Et après ça, on fait des processus chimiques. Il y en a plusieurs, hein, pour se rendre du substrat dans la plante à réussir à produire l'estradiol, mais ça prend plus que 15
réactions chimiques différentes pour arriver à que cette molécule ressemble à ce que la femme produit. Et qu'est-ce qu'ils ont comme impact, ces hormones-là, sur une femme en période, en transition ménopausique, par exemple? En fin de compte, l'impact des estrogènes en général, qu'ils soient bioidentiques ou non, on les connaît tous. C'est vraiment... il y a plusieurs symptômes qui accompagnent les femmes lors des signes là, dans la périménopause et dans la ménopause elle-même. Quand on parle d'estrogènes, d'habitude, on en parle là, quand on parle des bouffées de chaleur. Donc, l'impact, c'est le traitement standard pour l'utilisation chez cette femme que leur qualité de vie a diminué compte tenu de la bouffée de chaleur. Mais que ce soit bioidentique ou non, ils vont aller fonctionner pareil. OK. Donc, ça peut diminuer l'impact de certains symptômes, mais c'est... Effectivement. D'ailleurs, c'est le médicament des choix quand on en a besoin. Oui. Et ça nous amène à une autre chose. Qui a besoin d'être traité? Donc, parce que vous savez, jadis, tout le monde était traité. Après ça, il y a eu une étude controversée qui a fait de sorte que tout le monde a quitté les traitements. Et maintenant, et d'ailleurs, les nouvelles lignes directrices canadiennes ont sorti il y a un peu moins de 6 mois. Là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est traité. Ça démystifie un peu cette ligne directrice, que ce soit bioidentique ou des molécules qui appartiennent aux autres catégories. Donc, ce n'est pas parce que c'est bioidentique qu'il fonctionne mieux. Chaque personne a les traitements qu'il lui faut. Donc, en d'autres mots, on ne peut pas passer le traitement d'une personne à une autre. Et ça, ce n'est pas juste pour la ménopause, c'est pour toutes les maladies pareilles. Là. Et la ménopause n'est pas une maladie en soi, c'est un passage de la vie et tout le monde n'a pas besoin d'avoir de la médication pour passer lors de cette transition-là non plus. Le problème ne vient pas de la ménopause. Ce n'est pas la ménopause qui est la maladie, mais c'est plutôt qu'est-ce que ça peut générer chez certaines patientes et la façon qu'on vit notre ménopause. Il y a des gens, des dames qui vivent très bien leur ménopause, il y a des gens qui sont... très mécontentes et des gens qui souffrent beaucoup de leur ménopause. Et il ne faut pas la souffrir en silence. On peut faire quelque chose, on peut les traiter. La qualité de vie doit être gardée. On peut faire ça et de façon très sécuritaire. Est-ce que ça va être bioidentique ou des autres molécules? Mais ça va selon chaque femme. Il n'y en a pas une recette qui va être pour tout le monde. Bien, vous parliez de souffrance. Il y a un autre sujet de souffrance qui est une source de souffrance, notamment pour les jeunes adolescents. Puis c'est toute la question entourant les troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, un sujet dont on a beaucoup discuté, particulièrement dans les 10 dernières années où ça a été mis en avant-plan. Et il existe des réponses à ces troubles-là, d'autres troubles dont il faut parler et démystifier. Dr. Roy? Oui, certainement. En fait, les troubles alimentaires ont toujours existé, existeront malheureusement toujours. Je pense que ce qu'il faut d'abord comprendre quand on parle de troubles alimentaires, que ce soit chez les jeunes, parce qu'on en a chez les enfants même, chez les adolescents ou même à l'âge adulte, c'est que c'est tout sauf un trouble d'alimentation. Et ça a l'air un peu bizarre de dire ça comme ça, mais moi, j'aime bien l'image d'un iceberg. Ce qui ressort à la surface de l'eau, c'est vraiment les comportements alimentaires. Et ce qui entretient, ce qui est sous l'eau, l'espèce d'immense partie, quand on visualise un iceberg dans le nord, là, qui est immense et qui est beaucoup, beaucoup supérieur à ce qui dépasse, c'est vraiment tous les facteurs prédisposants, toute l'émotion qui est derrière tout ça. Vous disiez qu'on en parle dans les 10 dernières années, mais on en a parlé particulièrement dans les 2 dernières années avec la pandémie qui a empêché les jeunes de s'accomplir et de se développer dans le regard de l'autre. On le sait, les adolescents ont besoin du regard de l'autre, ont besoin de s'accomplir à l'école, ont besoin de sortir du nid familial. Et là, on leur a enlevé la gratification du regard des autres. On leur a enlevé aussi le contrôle sur leur vie avec les multiples confinements. On avait tous perdu le contrôle de notre vie. Et qu'est-ce qu'un adolescent ou une adolescente fait à ce moment-là? Cherche à reprendre ce contrôle-là, cherche à trouver une source de gratification. Et malheureusement, quand on embarque dans ce cercle vicieux-là de dire « je contrôle mon alimentation, je peux perdre du poids », l'idée de l'image corporelle embarque à travers tout ça parce qu'on le sait, les réseaux sociaux, c'est bien, les jeunes se communiquent de façon incroyable via écran. Moi, je trouve ça un peu confrontant, mais ils ont une vie sociale très, très importante à travers tout ça, sauf que c'est le filtre des réseaux sociaux. Hein. On se met tous en valeur dans nos images de réseaux sociaux. Donc, ils sont bombardés d'images parfaites. Leurs amis ont l'air plus heureuses, plus merveilleuses, plus belles, plus jolies. Ils ont des activités familiales. Hein. On le sait, quand on passe une semaine en vacances, c'est pas, même si on s'est obstiné tout le long des vacances, c'est la belle photo du souper en famille qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est pas le reste de la semaine que les gens voient. Donc, c'est ce que les jeunes vivent. Ils sont bombardés de ces images-là et ils cherchent à reprendre le contrôle et surtout à se valoriser dans ce cercle vicieux-là. Est-ce que ça touche plus les filles?
beaucoup plus les filles. Il y en a quand même une bonne portion. Ça va se manifester différemment chez les jeunes garçons. Souvent, les jeunes garçons vont prendre le chemin beaucoup plus de l'exercice physique, de la bonne alimentation. On parle plus d'orthorexie. Souvent, vont s'entraîner à l'excès. Les jeunes filles vont, oui, avoir une tendance à insister sur l'image corporelle et tout ça. On parle des milieux prédisposants de sport de performance, souvent des jeunes filles, très performantes, très anxieuses. Le stéréotype, c'est la gymnastique, le patinage artistique. Mais au-delà de ces stéréotypes-là, le point commun de tout ça, c'est des facteurs prédisposants. Donc, une jeune fille qui est souvent très, ou un enfant qui est souvent très perfectionniste, qui veut chercher un contrôle, qui ne tolère pas l'erreur, puis qui embarque dans cette espèce de roue-là. Puis plus la dénutrition embarque, plus la rigidité et au niveau des comportements alimentaires et au niveau de la pensée s'installe. Donc, ceci étant dit, oui, on peut voir qu'il y a des choses qui sont à risque. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Comment on peut le voir venir, ce trouble alimentaire-là? Bien, c'est en étant en alerte, en surveillant les comportements d'éviter les repas, vouloir restreindre certaines choses, vouloir contrôler la bonne alimentation, vouloir s'immiscer dans le panier d'épicerie. Donc, c'est toutes des choses pour lesquelles les parents doivent être alertes pour bien empêcher que des perturbations de la conduite alimentaire évoluent vers un trouble alimentaire. Parce que c'est moins d'1% des adolescents qui vont évoluer vers un trouble alimentaire complet. Quand on est dans un trouble alimentaire, on dit que le pronostic, c'est un tiers. Un tiers qui vont s'en sortir avec quelques difficultés, un tiers qui vont rester pris dans leur trouble alimentaire, puis ça peut même aller jusqu'au décès, puis un tiers qui vont vraiment passer à travers ça, ce sera un tremplin pour passer à l'étape suivante, se construire comme adulte, puis tourner la page définitivement. Mais la ligne, la frontière entre bien se nourrir, avoir une conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on ingurgite, combien j'ai de brocoli dans mon assiette versus j'ai combien de steaks, tu sais, à partir de quand bien se nourrir se transforme en devenir obsédé avec quoi on se nourrit? Et comment un parent peut voir cette frontière-là? C'est pas toujours facile, tu sais. Vous avez raison de le dire, c'est vraiment un continuum, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de perturbation de la conduite alimentaire, puis ça arrive souvent sur l'espace d'une vie qu'on a des périodes où on met moins de vinaigrette, puis où on fait trop attention. Puis moi, je ramène souvent les parents à ramenez-vous à comment vous faisiez l'épicerie avant, comment vous mangiez avant. Est-ce qu'on comptait le nombre, la quantité de beurre d'arachide qu'on étendait sur la rôtie? Est-ce qu'on voulait tout à coup manger le virage vers le végétarisme, vegan, tout ça, ça peut être un choix de vie tout à fait sain, mais il faut se méfier de ça parce que des fois, ça se déguise de cette façon-là chez nos jeunes. Donc, si chaque item qui est rentré dans le panier d'épicerie est source de négociation, si chaque repas est source de tractation, il faut commencer à se méfier. Si notre jeune évite la table, j'ai déjà soupé, non, je vais souper après, toujours se méfier aussi. Puis les façons de prévenir tout ça, bien, c'est bien évidemment, on ne le dira jamais assez, mais des habitudes de vie, de repas en famille, passer du temps en famille. C'est bon pour l'ambiance familiale, pour le développement de l'enfant, mais c'est aussi bon pour éviter des dérives qui vont faire qu'on perd le contrôle, puis qu'on s'en rend compte quand il est un peu trop tard, puis que c'est difficile de ramener après ça vers un... Évidemment, c'est une obsession de l'apparence physique, de comment on paraît devant l'autre, ce qu'on projette envers l'autre, on se voit dans les yeux de l'autre. Mais ça peut aussi toucher certaines femmes qui, malgré elles, parce qu'elles ont des conditions des conditions particulières, elles doivent prendre certaines médications, certains médicaments qui ont un impact physiologique sur elles. On parlait du lupus tout à l'heure. Bien, l'effet de la médication, dans le cas du lupus, c'est important pour les femmes. Oui, en fait, quand le lupus est vraiment actif, on doit vraiment couper l'inflammation le plus rapidement possible. Donc, on utilise, c'est comme un peu de l'eau sur un feu, la prénisone. La cortisone, c'est notre médicament qui va agir le plus rapidement possible et qui va vraiment couper l'inflammation dans le corps. Mais la prénisone a vraiment des effets secondaires, notamment un gain de poids important. Le gain de poids va être à des endroits qui sont assez caractéristiques pour la prénisone, donc au niveau du visage, avec un visage qui va avoir la forme un peu lunaire, qu'on dit. Donc, les patientes, et souvent, quand ils font face à une crise, ils sont capables de bien gérer leur crise, mais c'est quand on leur dit qu'ils doivent prendre la prénisone en attendant que les médicaments immunosuppresseurs fassent effet. C'est souvent ça qui va être dévastateur pour elles parce qu'elles savent qu'est-ce que ça va engendrer, comment ça va changer leur image corporelle. Donc ça a un gros impact et ça va jouer sur l'adhérence des patients au traitement. Donc certaines vont essayer de négocier, d'avoir une dose plus basse ou encore
corps vont... Ça démontre toute l'importance de l'apparence. Exactement, c'est très fort. Puis c'est parce que les gens aimeraient ne pas avoir une maladie chronique d'une part et veulent être semblables à leur père aussi, surtout chez des jeunes femmes. Et c'est tellement frappant des fois quand les patients prennent la prénisone. Et puis il faut qu'ils expliquent pourquoi ils ont eu un gain de poids important. Puis donc il y a une certaine honte face à ça. Hein? Donc c'est difficile à vivre pour les patientes, je vous dirais. Là. Donc on essaie vraiment maintenant avec nos traitements, il y a beaucoup d'avancées en lupus d'essayer de limiter les doses de prénisone au minimum possible. Puis dans les dernières années, puis dans les prochaines années, il y a certains médicaments qui vont apparaître, qui vont nous permettre justement de délaisser un peu les corticostéroïdes comme la prénisone. J'espère qu'on a contribué collectivement, grâce à vous, à démystifier certains tabous, certains mythes, certaines méconnaissances. Je suis sûre que nos téléspectateurs ont beaucoup apprécié, comme moi, j'en ai beaucoup appris. Docteur Garcia, Docteur Vinet, Docteur Roy, Docteur Bernier, merci beaucoup d'avoir été parmi nous puis d'avoir apporté votre éclairage un peu plus précieux à cet échange. Et je vous le promettais en début d'événement, on va passer à la partie reconnaissance parce que au Québec, on a l'immense chance d'avoir des médecins, des femmes médecins de très, très grande qualité. Et la Fédération des médecins spécialistes du Québec souligne à chaque édition ces femmes médecins d'exception. Et aujourd'hui, on va procéder à la remise de deux prix reconnaissance, le prix Marthe Pelland et Irma Levasseur. Docteur Aliva, ces prix-là, c'est important de les souligner. C'est très important. D'abord, je voulais souhaiter à tout le monde une bonne journée de la femme et remercier les panélistes parce qu'ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. Et puis, je pense que la représentation qu'on avait aujourd'hui reflète un petit peu ce qu'on a sur le terrain. Ça veut dire à peu près une parité entre les hommes et les femmes. Donc, je pense qu'on peut être fier moi, je suis fier de présider la Fédération des médecins spécialistes parce que c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Dans le sens où il y a beaucoup de femmes et puis c'est des femmes impliquées, dynamiques. Donc, je pense qu'on peut être fier de ça. Absolument. Elles ont été... les femmes et les hommes de votre fédération sont... on est très fiers d'avoir cette qualité-là de professionnels, de médecins spécialistes au Québec. On est très chanceux au Québec. Revenons au prix Irma Levasseur et Marthe Pelland qui ont été mis sur pied en 2019. Pourquoi c'est important d'avoir ce genre de reconnaissance, d'après vous? Bien, on a parlé, on vient de dire que les femmes médecins spécialistes sont sur le terrain, sont impliquées. Mais ces prix-là vont un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elles visent à reconnaître, encourager les femmes qui prennent des positions de leadership en médecine spécialisée. Moi, j'ai la chance de les connaître toutes les deux. Je les ai connues dans mon parcours. Dans le fond, il y a un prix qui vise à reconnaître une femme qui est plus au début de sa carrière, donc qui est encore dans sa montée, si on veut, et puis qui bâtit son leadership et son influence. Et puis, le deuxième prix, Irma Levasseur, dans le fond, qui vise à reconnaître une femme qui est plus établie, qui a une carrière puis un leadership qui est disons, reconnu de tous. Alors, c'est un continuum. Et puis, le premier prix, Marthe Pelland, dans le fond, on le remet cette année à Dr. Élise Berger-Pelletier. Élise a été la première femme qui a présidé l'Association des médecins en médecine d'urgence. Donc, moi, je l'ai croisée, je l'ai connue dans ce contexte-là. Elle a eu d'autres implications. Elle a fait partie, entre autres, de l'équipe STAT qui ont visité toutes les urgences du Québec pour faire un constat de ce qui se passait sur le terrain. Puis elle a une implication au ministère qui est très importante, directrice nationale du préhospitalier. C'est une jeune femme, je dirais, qui est pétillante. Ceux qui la connaissent savent qu'elle est toujours bien énergique, toujours de bonne humeur, mais fonceuse. Tu sais, quand Élise passe, là, on l'écoute et puis on se tasse parce qu'elle fait son chemin. Elle est urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis, encore en pratique active. Je pense qu'elle a passé une nuit difficile il n'y a pas si longtemps, mais bref,
une jeune femme dont on est tous fiers. Donc, on la félicite de recevoir ce prix aujourd'hui. La preuve que la médecine de spécialité est plus qu'une profession, c'est une vocation. Docteur Berger-Pelletier, félicitations. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup de recevoir ce prix-là aujourd'hui. En fait, c'est comme les Oscars pour moi. Là. C'est la première fois que je reçois un prix, mais là, je veux dire merci à certaines personnes. En fait, premièrement, Dr. Laurie Robichaud, mes collègues de la SMUC qui ont pris le temps de remplir une candidature parce que c'est nominé par les pairs, hein, ce prix-là. Je pense que c'est important de le souligner. C'est encore plus touchant de le recevoir à mon humble avis. Bien sûr, remercier mon mari qui est dans la salle, Alexandre, mes parents, mes 3 enfants qui se demandent des fois pourquoi maman travaille, parce qu'elle a beaucoup de chapeaux, mais je leur explique régulièrement l'importance de s'impliquer, puis que dans le fond, c'est en faisant plein de choses dans notre communauté qu'on peut améliorer notre sort puis le sort de tout le monde. Donc, ils commencent à comprendre maintenant là, que maman n'est pas souvent là, mais qu'elle fait entre autres des choses pour eux quand ils vont être des adultes plus tard, puis pour la société. Merci beaucoup, en fait, Dr. Liva, puis à la Fédération d'avoir créé ces prix-là. Je pense que pour les jeunes femmes, puis pour... je parle les médecins spécialistes, mais pour toutes les femmes dans le réseau de la santé, je m'occupe entre autres des paramédics, mais les omnipraticiennes, les infirmières, les techniciennes, c'est important d'avoir des modèles de rôle. J'en ai eu, Dr. Francoeur en a été une, Dr. Opationi au ministère. J'ai eu des modèles de rôle masculins aussi, puis pour moi, ça faisait pas tant de différence, mais je le sais maintenant, l'importance, je pense, d'être un modèle de rôle féminine, puis je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui en cette journée spéciale, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maintenant, passons du côté d'une femme médecin d'expérience qui a défoncé les portes, qui a bâti le chemin pour que d'autres puissent suivre. Le prix Irma Levasseur, Dr. Oliva, parlez-nous de la lauréate de cette année. Absolument. Donc, Dr. André Boucher, qui est au CHUM, qui est endocrinologue et puis qui est une grande bâtisseuse. Alors, André, c'est une femme que j'ai croisée encore une fois dans divers événements organisés par le Centre de recherche ou autres, ou comme collègue. Elle est, disons, fortement impliquée dans l'organisation des soins. Elle a été instigatrice de l'approche par compétences qui a été implantée dans les différentes facultés de médecine. Elle a, avec son leadership, si on veut, elle a mis en place une équipe qui s'occupe du cancer de la thyroïde. Plus récemment, en fait, il y a au centre de recherche, il y a eu l'inauguration du centre du diabète et qui se met sur pied tranquillement, là, qui est quand même une grosse bébite, là, il faut le dire, là, mais dans laquelle André est impliqué activement. Donc, je dirais qu'André, c'est une force tranquille. C'est une femme qui a toujours fait son chemin je pense que sa force de leadership, c'est ça qu'il faut remarquer. C'est sûr qu'elle a bâti plein de choses. Puis pour bâtir des choses, il faut être capable de... pas juste d'être reconnu, mais d'attirer des gens. D'attirer des gens dans un projet puis de les inspirer. Puis c'est ça qu'André a fait. Donc, on est très fiers de lui remettre aujourd'hui le prix Irma Levasseur. Donc, félicitations, André. Félicitations, Dr. Boucher. Merci beaucoup. Recevoir le prix Irma Levasseur, c'est un très grand honneur et je remercie la Fédération d'avoir eu cette initiative-là. Puis ça nous permet de prendre conscience de tout le travail, tout le chemin qui a été parcouru depuis 100 ans, depuis le début du siècle, par ces pionnières, mais également par... je vous dirais, depuis que j'ai eu mon diplôme MD il y a 40 ans. La situation a quand même beaucoup, beaucoup changé. C'est une occasion, en fait, de souligner l'importance de l'engagement des femmes dans tous les aspects de la profession médicale, de leur donner qu'elles aient une voix aux tribunes décisionnelles et puis qu'elles aient des positions de leadership dans tous les aspects de la santé. Et c'est important parce que
pour tout le monde, les perspectives et puis les expériences sont complémentaires, donc la place des femmes est essentielle. J'ai pu, effectivement, au cours des 40 années de ma carrière, eu l'occasion d'accomplir certaines réalisations, mais c'était le fruit d'un travail collectif à chaque fois. Travail collectif à travers des rencontres inspirantes de multiples personnes, des personnes qui ont eu la générosité de partager leurs talents, leurs idées, leur créativité, puis surtout la motivation de faire bouger les choses. Et c'est à travers cette mise en commun de toutes les compétences et de toutes ces initiatives qu'on a été capable de faire ces innovations qui ont pu se mettre en place. Je remercie donc toutes ces personnes que j'ai côtoyées, que je ne saurais pas toutes nommer. Actuellement, j'aurais trop peur d'en oublier, mais elles ont marqué mon parcours de façon certaine. De la même façon qu'Élise a remercié les personnes qui ont soumis sa candidature, moi, j'ai un merci spécial pour Dr. Raphaël Bélanger, qui a pris le temps de rassembler tous les dossiers pour soumettre ma candidature. Dr. Bélanger, ça a été mon directeur de programme quand j'étais résidente, il y a quelques années. Et puis, ça a été aussi un pionnier en cancer de la thyroïde. Donc, en quelque sorte, il a comme tracé la voie, puis ça a influencé, évidemment, toute ma carrière. Je prends quelques secondes également pour remercier les membres du service d'endocrinologie du CHUM, dont je suis la chef de service actuellement. On l'a mentionné, les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles pour les soins de santé. Et j'ai senti cet engagement, cette collégialité, cette solidarité, même dans les décisions qui pouvaient être un peu plus difficiles. Et je les en remercie bien sincèrement. Finalement, que peut-on accomplir quand on n'a pas le soutien de sa famille? Et l'enjeu de la conciliation famille-travail, ce n'est pas récent, ce n'est pas réglé. C'est un peu un art acrobatique, je dirais. Et ce défi-là, parmi l'approche par compétence, c'est une compétence que je n'ai pas maîtrisée. Donc, j'ai un immense merci pour mes 4 enfants, Laurence, Corinne, Étienne et Frédéric, qui, de temps en temps, ont vu pointer un peu comme pour Élise dans l'agenda le sujet du travail qui n'était pas nécessairement prévu les fins de semaine. Mais également, je remercie mon conjoint, Louis-Georges Sainte-Marie, avec qui je partage cette vie depuis 35 ans, qui est mon phare, et j'ai le bonheur aussi de partager cette passion pour l'endocrinologie avec lui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Boucher. C'est des mots très inspirants. Dr. Oliva, merci beaucoup à vous également. Félicitations aux 2 lauréates. Et voilà qui clôt l'événement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi j'ai eu à l'animer. Et on se dit à l'année prochaine.